Bonsoir chers téléspectateurs fidèles, amis de Voyage au bout de la nuit. C'est un plaisir d'être avec vous encore ce soir pour partir dans un roman de Stendhal. Ce roman, c'est Armance. C'est un roman qui est beaucoup moins connu que ses œuvres phares et qu'on n'a pas forcément lu ici à Voyage. Donc je suis très heureuse de le découvrir avec vous et de vous le faire découvrir. Et pour ceux qui ont loupé l'émission précédente pour les retardataires, je vous invite tout de suite à aller voir les replays sur le site internet de la chaîne D8, rubrique Voyage au bout de la nuit. Voilà, vous pouvez également participer et nous donner votre avis sur les réseaux sociaux. Je sais que certains d'entre vous le font déjà, vous êtes très actifs et on vous en remercie. Et pour les autres, n'hésitez pas à joindre la page et à nous laisser vos commentaires. Voilà. Merci. Donc, on va reprendre tout de suite la lecture. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, au moment de notre histoire, nous en sommes encore au tout début du chapitre 2. Et nous nous focalisons sur un jeune homme qui s'appelle Octave. Et qui est un jeune homme assez taciturne, qui parle pas trop, qui sait pas trop comment se comporter en public. Et pour l'instant, il est dans un salon et avec plein de gens. Et puis, il découvre une de ses cousines. Cette cousine s'appelle Armance. Et il remarque que Armance, il s'échange de trois regards, mais pour l'instant, rien d'exceptionnel. Et c'est précisément là où nous en sommes. Donc, je vais continuer là où je me suis arrêtée tout à l'heure. Allez, c'est parti. Bonne lecture à vous. Cette apparence de méchanceté engagea les femmes d'un certain âge à lui pardonner la simplicité de ses manières, et les sots, auxquels il fit peur, se hâtèrent de l'applaudir. Octave, exprimant finement tout le mépris dont il était dévoré, trouvait dans la société le bonheur qu'elle put lui donner. Lorsque la duchesse d'Ancre s'approcha du divan sur lequel il était assis, et dit non à lui, mais pour lui, et à voix très basse, à madame de la Ronze, son amie intime. Voyez cette petite sotte d'Armance. Ne s'avise-t-elle pas d'être jalouse de la fortune qui tombe des nues à monsieur de Malivert? Dieu, que l'envie mal à une femme. L'ami devina la duchesse et saisit le regard fixe d'Octave, qui, tout en ayant l'air de n'avoir que la figure vénérable de monsieur l'évêque, qui lui parlait en cet instant, avait tout entendu. En moins de 3 minutes, le silence de mademoiselle de Zoïloff se trouva expliqué, et elle convaincue, dans l'esprit d'Octave, de tous les sentiments bas dont on venait de l'accuser. Grand Dieu, se dit-il, il n'y a donc plus d'exception à la bassesse de sentiments de toute cette société. Et sous quel prétexte irais-je m'imaginer que les autres sociétés sont différentes de celle-ci? Si l'on ose afficher une telle adoration pour l'argent dans l'un des salons les mieux composés de France, et où chacun ne peut ouvrir l'histoire sans retrouver un héros de son nom, que sera-ce parmi de malheureux marchands millionnaires aujourd'hui, mais dont hier encore le père portait la balle? Dieu, que les hommes sont vils. Octave s'enfuit du salon de madame de Bonnivet. Le monde lui faisait horreur. Il laissa la voiture de famille à son oncle, le commandeur, et revint à pied chez lui. Il pleuvait à verse, la pluie lui faisait plaisir. Bientôt, il ne s'aperçut plus de l'espèce de tempête dont Paris était inondé en ce moment. La seule ressource contre cet avilissement général, pensait-il, serait de trouver une belle âme, non encore avilie par la prétendue sagesse des duchesses d'Ancre, et de s'y attacher pour jamais. De ne voir qu'elle, de vivre avec elle, uniquement pour elle, et pour son bonheur. Oh, je l'aimerais avec passion. Je l'aimerais, moi, malheureux. En ce moment, une voiture qui débouchait au galop de la rue de Poitiers, dans la rue de Bourbon, faillit écraser Octave. La roue derrière serra fortement sa poitrine et déchira le gilet. Il resta immobile. La vue de la mort lui avait rafraîchi le sang. « Ah, Dieu, que n'ai-je été anéanti !» dit-il en regardant le ciel, et la pluie qui tombait par torrents ne lui fit point baisser la tête. Cette pluie froide lui faisait du bien. Ce ne fut qu'au bout de quelques minutes qu'il se remit à marcher. Il monta chez lui en courant, changea d'habit et demanda si sa mère était visible. Mais comme elle ne l'attendait pas, elle s'était couchée de bonne heure. Seul avec lui-même, tout lui devint inopportun.
même le nombre Alfieri, dont il essaya de lire une tragédie. Il se promena longtemps dans sa chambre si vaste et si basse. Pourquoi ne pas en finir, se dit-il enfin. Pourquoi cette obstination à lutter contre le destin qui m'accable? J'ai beau faire les plans de conduite les plus raisonnables en apparence, ma vie n'est qu'une suite de malheurs et de sensations amères. Ce mois-ci ne vaut pas mieux que le mois passé. Cette année-ci ne vaut pas mieux que l'autre année. D'où vient cette obstination à vivre? Manquerai-je de fermeté? Qu'est-ce que la mort? Se dit-il en ouvrant la caisse de ses pistolets et les considérant. Bien peu de choses en vérité. Il faut être fou. Il faut être fou pour s'en passer. Ma pauvre mère se meurt de la poitrine. Encore un peu de temps et je devrais la suivre. Je puis aussi partir avant elle, si la vie est pour moi une douleur trop amère. Si telle permission pouvait se demander, elle me l'accorderait. Le commandeur, mon père lui-même, il ne m'aime pas. Ils aiment le nom que je porte, ils chérissent en moi un prétexte d'ambition, c'est un bien petit devoir qui m'attache à eux. Ce mot « devoir » fut comme un coup de foudre pour Octave. Un petit devoir, s'écria-t-il en s'arrêtant, un devoir de peu d'importance. Est-il de peu d'importance, si c'est le seul qui me reste? Si je ne supporte pas les difficultés que le hasard me présente dans ma position actuelle, de quel droit oserais-je me croire sûr de vaincre toutes celles qu'il pourra me présenter un jour? Quoi? J'ai l'orgueil de me croire supérieur à tous les dangers, à toutes les sortes de maux qui peuvent attaquer un homme, et cependant, je prie la douleur qui se présente de choisir une figure qui puisse me convenir, c'est-à-dire de se diminuer de moitié. Quelle petitesse! Et je me croyais si ferme. Je n'étais qu'un présomptueux. Avoir ce nouvel aperçu et se faire le serment de surmonter la douleur vive, jusqu'à un instant. Bientôt le dégoût d'Octave éprouvé pour toute chose fut moins violent, et il se parut lui-même un être moins misérable. Cette âme, affaissée et désorganisée en quelque sorte par l'absence si longue de tout bonheur, reprit un peu de vie et de courage avec le bonheur de s'estimer elle-même. Des idées d'un autre genre se présentèrent à Octave. Le plafond, si écrasé de sa chambre, lui déplaisait mortellement. Il envia le magnifique salon de l'hôtel de Bonnivet. Il y aura au moins 20 pieds de haut, se dit-il, comme je respirais à l'aise. Ah, s'écria-t-il avec la surprise gaie d'un enfant. Voilà un emploi pour ces millions. J'aurai un salon magnifique comme celui de l'hôtel de Bonnivet, et moi seul j'y entrerai. Toi, tous les mois à peine, oui, le premier du mois, un domestique pour épousseter, mais sous mes yeux, qu'il n'aille pas chercher à deviner mes pensées par le choix de mes livres, et surprendre ceux par qui, pour me guider mon âme dans les moments de folie. J'emporterai toujours dans la clé à ma machine de montre, une petite clé d'acier, imperceptible, plus petite que celle d'un portefeuille. Je ferai placer dans le salon, selon mes goûts, 3 glaces de 7 pieds de haut colonne. J'ai toujours aimé cet ornement sombre et magnifique. Et l'homme, qui pendant 3 quarts d'heure venait de songer à terminer sa vie, à l'instant même montait sur une chaise pour chercher dans sa bibliothèque le tarif des glaces de Saint-Gobain. Il passa 1 heure à écrire le devis de la dépense dans son salon. Il sentait qu'il faisait l'enfant, mais n'en écrivait-il plus qu'avec de rapidité et de sérieux. Cette besogne terminée et l'addition vérifiée qui portait à 57 350 francs, la dépense de la salle à établir en élevant le toit de sa chambre à coucher. Si ce n'est pas vendre la peau de l'ours, se dit Octave en riant, jamais on eut de ridicule. Eh bien, je suis malheureux, mais je serai plus fort que mon malheur. Je me mesurerai à lui, et je serai plus grand. Brutus sacrifiera ses enfants. C'est la difficulté qui se présentait à lui. Moi, je vivrai. Il écrivit sur un petit memento caché dans le secret de son bureau, 14 décembre 1800. Oui, agréable en effet. Cette amère réflexion était notée en caractères grecs. Ensuite, il déchiffra sur son piano tout un acte de Don Juan, et les accords si sombres de Mozart lui rendirent la paix de l'âme.
Chapitre 3. Ce n'était pas toujours de nuit, et seul qu'Octave était saisi par ses accès de désespoir. Une violence extrême, une méchanceté extraordinaire marquaient alors toutes ses actions. Et sans doute, s'il n'eût été qu'un pauvre étudiant en droit, ses parents, sans parents ni protection, on l'eût enfermé comme un fou. Mais aussi, dans cette position sociale, il n'eut pas l'occasion d'acquérir cette élégance de manière qui, venant polir un caractère aussi singulier, faisait de lui un être à part, même dans la société de cour. Octave devait un peu cette extrême distinction à l'expression de ses traits. Elle avait de la force et de la douceur, et non point de la force et de la dureté, comme il arrive parmi le vulgaire des hommes, qui doivent un regard à leur beauté. Il possédait naturellement l'art difficile de communiquer de sa pensée, quel que fût jamais, sans jamais offenser, ou du moins sans jamais infliger d'offenses inutiles, et grâce à cette mesure parfaite, dans les relations ordinaires de la vie, l'homme était éloigné. Il n'y avait pas un an qu'un jeune homme laquais, effrayé de la figure d'Octave, ayant eu l'air de s'opposer à son passage un soir qu'il sortait en courant du salon de sa mère, Octave alors s'était écrié. « Et qui es-tu pour t'opposer à moi? Si tu es fort, fais preuve de ta force. » Et en disant ces mots, il l'avait saisi à bras-le-corps et jeté par la fenêtre. Ce laquais tomba dans le jardin sur un vase de laurier rose et se fit un peu mal. Pendant 2 mois, Octave se constitua le domestique au blessé. Il avait fini par lui donner trop d'argent, et chaque jour il passait plusieurs heures à faire son éducation. Toute la famille désirant le silence de cet homme, il reçut des présents, et se vit logé de complaisances excessives, et qui firent un mauvais sujet que l'on eut obligé de renvoyer dans son pays, avec une pension. On peut comprendre maintenant les chagrins de Madame de Malivert. Ce qui l'avait surtout effrayé lors de ce funeste événement, c'est que le repentir d'Octave, quoique extrême, n'avait éclaté que le lendemain. La nuit, en rentrant, comme on lui rappelait par hasard le danger que cet homme avait, on courut. Ah, il est jeune quand il court, il est jeune. Pourquoi ne s'est-il pas défendu? Quand il a voulu m'empêcher de sortir, ne lui ai-je pas dit de défendre? Madame de Malivert croyait avoir observé que ces accès de fureur saisissent son fils précisément dans les instants où il paraissait avoir le plus oublié cette rêverie sombre qu'elle lisait toujours dans ses traits. C'était, par exemple, au milieu d'une charade en action, et lorsqu'il jouait gaiement depuis 1 heure avec quelques jeunes gens et 5 ou 6 jeunes personnes de sa connaissance intime, qu'il s'était enfui du salon en jetant le domestique par la fenêtre. Quelques mois avant la soirée des 2 millions, Octave était sorti d'une façon à peu près aussi brusque que d'un bal qui donnait place Bonnivet. Il venait de danser avec une grâce remarquable quelques contredanses et des valses. Sa mère était ravie de ses succès, et il ne pouvait les ignorer. Plusieurs femmes à qui leur beauté avait valu dans le monde une grande célébrité lui adressaient la parole de l'air le plus flatteur. Ses cheveux du plus beau blond qui retombaient en grosses boucles sur son front, qui avait une superbe, avaient surtout frappé la célèbre Madame de Clay. Oui. Et à propos des modes suivis par les jeunes gens à Naples, d'où elle arrivait, elle lui faisait un compliment fort vif lorsque tout à coup les traits d'Octave se couvrirent de rougeur, et il quitta le salon d'un pas dont il cherchait en vain à dissimuler la rapidité. Sa mère, alarmée, le cherchait, mais ne le trouva plus. Elle l'attendit inutilement toute la nuit, il ne reparut que le lendemain et dans un état singulier. Il avait reçu 3 coups de sabre. Bon, à la vérité, peu dangereux, mais tout de même. Les médecins pensaient que cette monomanie était tout à fait morale. Et c'était leur mot, et devait provenir non point d'une cause singulière, mais de l'influence de quelque idée singulière. Aucun signe n'annonçait les migraines de monsieur le vicomte Octave. Comme disaient les gens, oui. Ses accès avaient été bien plus rapprochés durant la première année de son séjour à l'école polytechnique, et avant qu'il n'eût songé à se faire prêtre. Ses camarades, avec lesquels il avait des querelles fréquentes, le croyaient alors complètement fou. Et souvent, cette idée lui évita des coups d'épée.
Retenu dans son lit par les blessures légères dont on vient de parler, il avait dit à sa mère, simplement, comme moi en fait, qu'il disait tout. J'étais furieux. J'ai cherché querelle à des soldats qui me regardaient en riant. Je me suis battue et je n'ai trouvé que ce que je mérite. Après quoi, il avait parlé d'autre chose. Avec Armance et de Zoïlov, sa cousine, il était entré dans de plus grands détails. Ah, j'ai des moments de malheur et de fureur, mais qui ne sont pas de la folie, lui disait-il un soir. Mais qui me feront passer pour un fou dans le monde, comme je suis à Polytechnique. C'est un malheur comme un autre. Mais ce qui est au-dessus de mon courage, c'est la crainte de me trouver tout à coup avec un surjet de romeur éternelle, ainsi qu'il faillit m'arriver lors de l'accident de ce pauvre Pierre. Oh, vous l'avez noblement réparé. Vous lui donniez non pas seulement votre passion, mais votre temps. Il se fut trouvé les moindres principes d'honnêteté. Vous auriez fait sa fortune. Que pouviez-vous de plus? Oh, rien, sans doute. Une fois l'accident arrivé, où je serais un monstre de ne l'avoir pas fait. Mais ce n'est pas tout. Ces excès de malheur, qui sont de la folie à tous les yeux, semblent faire de moi un être à part. Je vois les plus pauvres, les plus bornés, les plus malheureux en apparence des jeunes gens de mon âge, oui, avoir un ou deux amis d'enfance qui partagent leur joie et leur chagrin. Le soir, je les vois aller se promener ensemble, et ils se disent tout ce qui les intéresse. Moi seule, je me trouve isolée de terre. Je n'aurai jamais personne à qui je puis librement confier ce que je pense. Que serais-je de mes sentiments si j'en avais un qui me serrait le cœur? Eh bien, parce que ce sont là les sots compliments du bal d'il y a 6 mois, qui m'ont valu la honte d'avoir tort avec de jeunes paysans, portant un sabre. Bon, je ne comprends plus rien de ce que vous racontez. À la bonne heure, reprit madame Zoïlov. Mais remarquez que vous trouvez toujours des raisons pour vous dispenser de voir la société. Il ne faudrait pas ensuite vous plaindre de l'isolement où vous vivez. C'est d'amis, mais c'est d'amis que j'ai besoin, et non pas de voir la société. Est-ce que dans le salon, je rencontrerai quelque ami? Oui, oui, puisque vous n'avez pas su le trouver à l'école polytechnique. Oui. Eh bien, vous avez raison, dit Octave, après un long silence. Je vois comme vous en ce moment. À demain. Lorsqu'il sera question d'agir, j'agirai d'une manière opposée à ce qui me semble raisonnable aujourd'hui. Et tout cela sera par orgueil. Ah, si le ciel m'avait fait le fils d'un fabricant de draps, j'aurais travaillé au comptoir dès l'âge de 16 ans, au lieu que toutes mes occupations n'ont été que luxe. J'aurais moins d'orgueil et plus de bonheur. Ah, je me déplais à moi-même. Ces plaintes, quoique égoïstes en apparence, intéressaient Armance. Les yeux d'Octave exprimaient tant de possibilités d'aimer et quelquefois ils étaient si prudents. Elle, sans se bien l'expliquer, sentait qu'Octave était la victime de cette sorte de sensibilité déraisonnable qui fait les hommes malheureux et dignes d'être aimés. Une imagination passionnée le portait à s'exagérer les bonbons dont il ne pouvait jouir. S'il eût reçu du ciel un cœur sec, froid, raisonnable, s'il fût né à Genève avec tous les autres avantages qu'il réussissait d'ailleurs, il eût pu être fort et heureux. Il ne lui manquait qu'une âme commune. C'était seulement en présence de sa cousine qu'Octave était quelquefois complètement présent. Il arrivait à penser tout haut. On voit pourquoi il avait été si péniblement affecté en trouvant que les sentiments de cette aimable cousine changeaient avec la fortune. Le lendemain du jour où Octave avait souhaité la mort, dès 7 heures du matin, il fut réveillé en sursaut par son oncle, le commandeur, qui entra dans sa chambre en affectant de faire un tapage effroyable. Cet homme n'était jamais hors de l'affection. La colère de ce bruit donna à Octave ne dura pas 3 secondes. L'idée du devoir lui apparut, et M. de Stendhal, d'un ton plaisant et léger, qui approuvait le mieux, pouvait lui convenir. Cette âme vulgaire, qui avant ou après la naissance ne voyait au monde que l'argent, expliqua longuement au noble Octave qu'il ne fallait pas être tout à fait fou de bonheur quand de 25 000 livres de rente, on pensait à l'espoir d'en avoir 100.
Ce discours philosophique et presque chrétien se termina par le conseil de jouer à la bourse dès qu'on aurait touché une vingtième sur les 2 millions. Le marquis ne manquerait pas de mettre à disposition d'Octave une partie de cette augmentation de fortune. Mais il fallait n'opérer à la bourse que d'après les avis du commandeur. Il connaissait madame, la comtesse, à coup sûr. Et l'on pourrait jouer sur la rente à coup sûr. Ce mot, à coup sûr, fit faire un haut le corps à Octave. Oui, oui, mon ami, dit le commandeur, qui prit ce mouvement pour un signe de doute. À coup sûr. J'ai peut-être négligé la comtesse depuis son procédé ridicule chez monsieur le prince de S. Bon, mais enfin, nous sommes un peu parents, et je te quitte pour aller chercher notre ami commun, le duc de, qui nous rapatriera. Chapitre 4. La sotte apparition du commandeur faillit replonger Octave dans sa misanthropie de la veille. Son dégoût pour les hommes était au comble. Quand son domestique lui remit un gros volume enveloppé avec beaucoup de soin dans du papier vélin d'Angleterre, l'empreinte du cachet était supérieure. Elle était gravée, mais l'objet était peu attrayant. Sur un champ de sable, on voyait 2 os sur un trottoir. Octave, qui avait un goût parfait, admira la vérité du dessin, avec les 2 tibias à la perfection d'une grande œuvre. « Mais c'est de l'école de Picler ?» se dit-il. « Il sera moins difficile de le croire que la dévote Madame de C. » Il fut détrompé en voyant un magnifique exemplaire de la Bible, relié par Touvenin. « Les dévotes ne donnent pas la Bible, dit Octave en ouvrant la lettre d'envoi. Mais il chercha en vain la signature. Il n'y en avait pas, et sans la lire, il jeta la lettre dans la cheminée. Un moment après, sa domestique, ainsi que le vieux Saint-Jacques, entrèrent avec lui, avec un petit air malin. « Qui a remis ce paquet ?» dit Octave. « Ah bah, c'est un mystère. On veut se cacher de monsieur Octave, de monsieur le vicomte, mais c'est tout simplement le vieux Perrin qui l'a déposé chez le portier et qui s'est sauvé comme un voleur. » « Mais c'est qui le vieux Perrin ? Bah, c'est un homme de Madame la marquise de Bonnivet qu'elle a mis à la porte en apparence et qui est passé aux commissions secrètes. Est-ce qu'on soupçonne Madame de Bonnivet de quelque galanterie ? Ah non, 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 mon Dieu, non. Les commissions secrètes sont pour la nouvelle génération, c'est pour la Bible. Peut-être que Madame la narquoise envoie à son monsieur encore en grand secret. Monsieur a pu reconnaître l'écriture de Madame Rouvier. Octave regarda sous la cheminée et se fit donner la lettre qui avait volé au-delà de la flamme et n'était point brûlée. Il vit avec surprise que l'on savait fort bien qu'il lisait Helvétius, Bentham, Bayle et autres livres. On lui en faisait un reproche d'ailleurs. La vertu la plus pure ne saurait en sauver, se dit-il à lui-même. Dès qu'on est sectaire, l'on descend à employer l'intrigue et l'on a des espions. C'est apparemment depuis la loi d'indemnité que je suis devenu digne que l'on s'occupe de mon salut et de l'influence que je puis avoir un jour. Pendant le reste de la journée, la conversation du marquis de Malivert, du commandeur et des 2 ou 3 amis véritables que l'on envoya chercher pour dîner fut une allusion presque continuelle et d'assez mauvais goût au mariage d'Octave et à sa nouvelle position. Encore ému de la crise morale qu'il avait eu à soutenir pendant la nuit, il fut moins glacial que de coutume. Sa mère se trouvait plus pâle et s'imposa le devoir, sinon d'être gai, du moins de ne paraître s'occuper que d'idées conduisant à des images agréables. Il y mit tant d'esprit qu'il parvint à faire illusion aux personnes qui l'entouraient. Rien ne put l'empêcher, pas même les plaisanteries du commandeur sur l'effet prodigieux que 2 millions produisent sur l'esprit d'un philosophe. Attends. Octave profita alors de son étourderie perdue pour dire que, fût-il prince, il ne se marierait pas avant 26 ans. C'était l'âge où son père s'était marié. Il est évident que ce garçon-là nourrit la secrète ambition de se faire évêque ou cardinal, dit le commandeur aussitôt qu'Octave fut sorti. Sa naissance et sa doctrine le mèneront au chapeau.
Ce propos, qui fit sourire madame de Malivert, donna de vives inquiétudes au marquis. « Oh, vous avez beau dire, répondit-il au sourire de sa femme, mon fils ne voit avec quelque intimité que des ecclésiastiques ou des jeunes savants du même acabit. Et chose qu'il ne s'est jamais rencontrée dans ma famille, il montre un dégoût marqué pour les officiers de son âge. Il y a quelque chose d'étrange dans ce jeune homme, reprit monsieur de Soubirane. Cette réflexion fit soupirer à son tour madame de Malivert. Octave, excédé d'ennui, laissa ce cercle de vieillards et de bonne heure, il sortit pour aller au gymnase. Mais il ne pouvait souffrir l'esprit des jolies pièces de monsieur Scribe. Mais, se dit-il, rien n'a pourtant un succès plus véritable, et mépriser sans connaître est un ridicule trop commun dans ma société pour que j'aie du mérite à l'éviter. Ce fut en vain qu'il se mit en expérience pendant 2 des plus jolies esquisses du théâtre de madame. Les mots les plus agréables et les plus fins lui semblaient entachés de grossièreté, et la clé que l'on rend dans le second acte du mariage de raison le chassa du spectacle. Il entra chez un restaurateur et, fidèle au mystère qui marquait dans ses actions, il demanda des bougies et un potage. Le potage venu, il s'enferma à clé avec intérêt, il lut 2 journaux qu'il venait d'acheter, les brûla sous la cheminée avec le plus grand soin, paya et sortit. Il vint s'habiller et se trouva ce soir-là une sorte d'empressement à paraître chez madame de Bonnivet, qui pourrait s'assurer, pensa-t-il, que cette méchante duchesse d'Ancre n'a pas calomnié mademoiselle de Zoïloff. Mon oncle croit bien que j'ai la tête tournée de ces 2 millions. Cette idée qui était venue à Octave, à propos d'un mot indifférent qu'il avait trouvé dans les journaux, le rendait heureux. Il songeait à Armance, mais comme seul ami, ou plutôt comme seul être qui fut pour lui presque un ami. Il était bien loin de penser qu'il aimait, qu'il avait ce sentiment en l'honneur. Il s'était juré 1000 fois depuis 4 ans que jamais il n'aimerait. Cette obligation de ne pas aimer était la base de toute sa conduite et la grande affaire de sa vie. C'est ce qui n'était pas vertu et force, éprouver simplement malheur et crainte d'avoir condamné trop légèrement un ami. Octave ne regarda pas une seule fois Armance, mais de toute la soirée, ses yeux ne laissèrent échapper aucun de ses mouvements. Il débuta à son entrée dans le salon par faire une cour marquée à la duchesse d'Ancre. Il lui parlait avec une attention si profonde que cette dame eut le plaisir de lui faire croire convertir aux égards dus à son rang. Depuis qu'il a l'espoir d'être riche, ce philosophe est un des nôtres, dit-elle tout bas à madame de la Ronze. Octave voulait s'assurer du degré de perversité de cette femme. Il la trouvait bien méchante. C'était en quelque sorte voir mademoiselle de Zoïloff innocente. Il observa que le seul sentiment de la haine portait quelque vie dans le cœur desséché de madame d'Ancre, mais en revanche, ce n'étaient que les choses généreuses et nobles qui lui inspiraient l'éloignement. On eût dit qu'elle éprouvait le besoin de s'en venger. L'ignoble et le bas dans les sentiments, mais l'ignoble revêtu de l'expression la plus élégante, avait le seul privilège de faire briller les petits yeux de la duchesse. Et on va s'arrêter là pour cette lecture. On est pratiquement à la fin du chapitre 4, on y arrive, on y est presque. Et je vous retrouve moi très très vite pour poursuivre la lecture d'Armance de Stendhal. Merci d'avoir été fidèle et on se retrouve très très vite pour un nouveau voyage jusqu'au bout de la nuit. N'oubliez pas de nous écrire quand vous en avez envie. Allez, salut, merci beaucoup.